Alors cette biographie de Germaine Tillion, elle s'intitule, elle a pour sous-titre « Une certaine idée de la résistance », avec justement la volonté de montrer que le moment dit de résistance avec un grand R dans l'histoire de France a peut-être aussi besoin d'être un peu décloisonné, c'est-à-dire comment un ou une résistante finalement a été amenée à faire ce choix, qui est un choix non seulement courageux, mais aussi un choix lucide, mais aussi un choix ensuite qui va entraîner beaucoup. Comment on est amené à faire ce choix. Et donc la période qui précède est aussi intéressante, parce qu'elle va nous permettre de comprendre. Et puis aussi la résistance va finalement donner à ces femmes et à ces hommes, mais en l'occurrence à ces femmes, peut-être une capacité, une visibilité, une manière d'être dans la société nouvelle. Et donc c'est aussi comment la résistance finalement va construire des personnalités qui vont être présentes dans l'espace public après la guerre. Et pour Germaine Tillion, je dirais qu'en plus, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Elle est évidemment la reconnaissance de son héroïsme, de son engagement résistant. On n'a pas besoin de le faire. Il est déjà là, elle est rentrée au Panthéon en 2015, donc elle est panthéonisée, rentrée au Panthéon en même temps que Geneviève de Gaulle Antonios, que Pierre Brossolette et Jean Zay. Son nom, il est quand même familier parce que beaucoup de médiathèques, de collèges, de lycées, voilà, d'écoles même portent son nom. Et pourtant, il y a ce constat qu'on peut toujours faire que finalement, on la connaît mal. Enfin, en tout cas, d'une certaine façon, le grand public n'a pas de vision très précise de qui elle était, pourtant chef de réseau. Donc c'est vrai que pour revenir sur cette histoire de la résistance, je dirais que ces femmes qui ont résisté, qui ont été à la tête de mouvements, de réseaux, qui ont été prêtes à donner leur vie, eh bien, au fond, elles n'ont pas souvent réclamé ensuite, fait la publicité de leurs actes. Elles ont poursuivi ensuite un itinéraire bien spécifique. Germaine Tillion, qui était spécialiste de l'Algérie avant la guerre comme ethnologue, après la guerre, elle a d'abord tout fait pour faire reconnaître le réseau du Musée de l'Homme, et puis ensuite surtout pour se battre pour la vérité, que les crimes soient punis. Puis ensuite, il y a eu la guerre d'Algérie, elle a un engagement très fort, et en fait on se rend compte qu'elle est une personnalité majeure de la France, je dirais, des années de Gaulle. C'est une personnalité de premier plan. Mais la connaissance qu'on en a, peut-être, voilà, n'est pas été absolument toujours montrée, aussi parce que sa vie est tellement riche que souvent on la présente soit sous l'angle de l'ethnologue et de l'Algérie, soit sous l'angle de la résistance, et tout ça va en fait un peu empêcher qu'on ait une lecture plus simple, plus efficace aussi de sa trajectoire. Donc le choix qu'elle a fait de la résistance, c'est vraiment une attitude chez elle très concrète. C'est un acte soudain, juin 40, on va voir qu'elle fait ce choix, elle se dit mais qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire quand même dès la fin du mois de juin 40, qu'est-ce que je peux faire? Et derrière cette idée, il faut commencer à mettre en place des actes, des actions, c'est très intéressant. Et puis évidemment, il y a aussi une attitude intellectuelle et morale, c'est-à-dire qu'il y a un réflexe de résistance patriotique, et puis avec ce réflexe patriotique, il y a ici une attitude intellectuelle qui va être celle de sa capacité ensuite à toujours être fidèle à son combat de résistante, et surtout d'être fidèle à ses camarades qui sont morts dans la résistance. C'est-à-dire que le souvenir des résistants qui ont donné leur vie pour combattre le nazisme et ce que représente ce régime, finalement ce souvenir va être une sorte d'objectif, il y a une dimension morale d'être fidèle
à se souvenir de pouvoir continuer, et notamment par exemple pendant la guerre d'Algérie, tout de suite elle va dénoncer les tortures pratiquées par l'armée française, très vite, hein, très tôt, dès 55-56. Pourquoi? Parce que, en tant qu'ancienne résistante, arrêtée par les nazis, passée par les mains de la Gestapo, l'idée que son propre pays pouvait pratiquer la torture, en fait, n'était pas admissible. Donc tout ça, ça nous permet de comprendre aussi comment la résistance va être encore présente, va infuser dans la vie d'après-guerre. Alors pour revenir à Germaine Tillion et sa trajectoire de façon plus précise, elle est née en 1907, donc voilà, elle a 7 ans en 1914, donc elle est une enfant pendant la Première Guerre mondiale, et elle aura une vie très longue, puisqu'elle décède en 2008, donc elle a vécu plus de 100 ans. Ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler sur Germaine Tillion, à partir de ses archives, ses carnets de notes, ses agendas, pour essayer d'aller vers la personnalité et je dirais son histoire plus intime, plus personnelle, ça a été la jeunesse magnifique qu'elle a eue. Elle avait vraiment une jeunesse dans un cadre idéal, celui d'une famille dont on rêverait tous. Une famille qui a été le premier socle, justement, pour elle, de construction de ce qu'elle va devenir en tant que jeune femme, en capacité de faire des choix. Le deuxième socle, je dirais, c'est aussi les maîtres qu'elle a rencontrés, les professeurs qui l'ont formée quand elle était étudiante. Et le troisième socle, ça va être son expérience très originale de jeune ethnologue sur le terrain, dans ses missions en Algérie, chez les Chaouia dans l'Aurès, à partir de 1934 et ce jusqu'en 1940, ce qui vont aussi lui donner finalement des aptitudes qui vont être pour elle très utiles pendant la guerre et pendant la déportation. Le milieu familial, eh bien c'est effectivement, elle n'est pas native d'Odessa du tout. Elle vient, elle est née à Allègre, dans le Cantal. Sa famille maternelle est donc de cette région. Sa famille paternelle est d'origine de Bourgogne. Et elle vient, donc les Cussac du côté de sa mère, les Tillion. Ce sont des familles, je dirais, traditionnelles de la province française, catholique, avec une apparence classique, mais aussi qui peut produire de grandes choses, qui ont cette solidité. Son père avait fait un peu de droit pour devenir juge de paix. C'était surtout pour plaire à son beau-père. Et puis finalement, ses parents vont s'installer, quand elle est une jeune fille, en région parisienne, à Saint-Maur-des-Fossés. Dans la maison familiale de Saint-Maur-des-Fossés, qui existe encore aujourd'hui, enfin je veux dire qui n'est plus à la famille Tillion, mais qu'on peut observer de derrière le portail fermé, c'est une maison qui n'a pas de cachet particulier, mais où cette famille a pu avoir une vie confortable, sans excès. Il n'y a pas non plus d'aisance particulière. Mais c'est ces familles françaises qui étaient rentières quand même, qui avaient des rentes du côté Tillion. Et puis finalement, quand arrivent les années 20, la crise de 29, il n'y a plus du tout de rente. Et donc les parents, de toute façon, de Germaine, ont travaillé. Ils ont travaillé de façon assez originale ensemble. Ils étaient rédacteurs des Guides bleus dans la collection Hachette. Enfin, ils ont fondé cette collection. Et donc les deux travaillaient ensemble. Lucien et Émilie Tillion, ça aussi c'est original. C'est-à-dire qu'elle a des parents qui écrivent, son père est passionné de photographie, de voyage, de musique. Donc le foyer, en fait, il est porté par les passions des parents. Ils ont 2 filles, Germaine et puis sa petite sœur, Françoise.
La musique aussi est présente, comme je l'ai dit. Lucien aime bien pratiquer la musique en famille, et c'est quelque chose qui remonte à ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Germaine Tillion a fait des généalogies familiales, comme elle a fait des généalogies des Berbères de Lorès, et donc on se rend compte qu'il y a bien quelque chose de transmis, voilà, d'une génération à l'autre, à laquelle elle est attachée. Le modèle des parents, c'est donc aussi cette idée que l'éducation est essentielle. Dans la vie de Germaine Tillion, l'éducation va être un point fondamental. Elle aura à cœur justement de dire qu'en Algérie, il faut développer l'éducation. Elle va développer les centres sociaux dans les années 50, au moment de la guerre déjà, mais elle va réussir à mettre en place des structures éducatives sur tout le territoire algérien pour justement venir corriger des défauts du système colonial français. Elle va aussi se battre pour qu'on puisse faire ses études en prison, c'est en partie grâce à elle, et elle aura le soutien de Simone Veil dans ce combat, mais c'est vraiment aussi une de ses pensées importantes, donc cette éducation est importante. L'éducation aussi, qui va de pair avec la curiosité intellectuelle, vraiment sans limite chez Germaine Tillion, l'attention aux autres, et puis aussi une grande rigueur dans la manière que l'on a d'aborder la connaissance. Et je pense que la connaissance, dans le réflexe de résistance, va jouer aussi un rôle qui va compléter le réflexe viscéral, qui est celui de vouloir défendre son pays, défendre sa patrie, ne pas supporter l'occupation allemande, mais aussi une certaine connaissance de ce que représente l'occupant nazi allemand, dont elle avait déjà finalement pu observer le danger dans les années 30. Donc la connaissance va toujours être un élément structurant de sa vie. C'est aussi très émouvant de comprendre qu'il y a une transmission qui se fait par le lien entre la mère, Émilie Tillion, et la fille. En fait, le père de Germaine va mourir quand elle a 17-18 ans, enfin elle est déjà une jeune fille, et puis ensuite il ne reste plus que des femmes. Assez vite son grand-père va mourir aussi, donc à la maison, à Saint-Maur-des-Fossés, il n'y a plus que des femmes. La grand-mère, Marie-Antoinette Cussac, Émilie Tillion et les deux filles. Donc une maison où finalement vont s'organiser une vie autour de la figure centrale qui est Émilie Tillion. La mère de Germaine était une femme absolument exceptionnelle. Donc rédactrice, écrivain des Guides Bleus, convaincue, comme son mari d'ailleurs, que ses filles devaient absolument faire des études pour être indépendantes, parce que Émilie Tillion avait remarqué qu'il fallait absolument, qu'il y avait quelquefois quelque chose de terrible de voir des jeunes femmes, des jeunes filles intelligentes, éduquées, et finalement mariées avec des maris moins intéressants, et comme elles n'avaient pas fait d'études, elles n'étaient pas en capacité d'imposer leur vue ou leur choix, parce qu'elles n'avaient pas pu construire en fait cette indépendance et cette confiance en soi que donnent les études supérieures. Donc Émilie était très attachée à cette idée que ses filles devaient être en capacité d'être indépendantes. Donc finalement, Germaine va être une bonne élève, mais surtout ensuite une étudiante frénétique. Ça va la passionner de pouvoir faire ses études, ça va être ça le deuxième socle de sa vie. Elle fait d'abord de l'histoire de l'art à l'école du Louvre, un peu sur les traces de sa mère Émilie, qui était en effet formée en histoire de l'art et en archéologie. Puis à partir de 1931, elle s'écarte un peu du modèle familial, de façon quand même très... Elle fait un pas de côté, mais ce n'est pas non plus une révolution. Elle s'intéresse à l'ethnologie. L'Institut d'ethnologie est tout récent, il vient d'être créé.
c'est donc aussi un espace, je dirais, de modernité, puisqu'il est né de l'association du Muséum et de l'École pratique des hautes études. Et l'ethnologie, au moment où Germaine commence son cursus d'ethnologue en 1931, c'est une matière qui est en train de se réinventer dans cet institut d'ethnologie qui va devenir le musée de l'homme aussi, c'est-à-dire qui va faire partie de cette structure nouvelle qui va être inaugurée en 1938, mais en fait qui va être aussi là un espace de réflexion, de curiosité intellectuelle, de rencontre, d'ouverture aux autres, tout à fait exceptionnelle. Donc Germaine, elle est d'abord une étudiante parmi d'autres, et puis elle va en devenir quand même une figure centrale finalement de ce musée de l'homme et de cet institut d'ethnologie. Elle a un lien très spécifique avec Marcel Mauss, qui est son maître, un de ses deux maîtres importants. Marcel Mauss, c'est le neveu de Durkheim. C'est un ethnologue d'une culture absolument immense, sans limite, que ses étudiants, ses élèves, vraiment suivaient ses cours avec passion. Et on a pu conserver les cahiers de cours de Germaine Tillion, qui sont dans le fonds Germaine Tillion à la Bibliothèque nationale. Et c'est tout à fait émouvant de se plonger dans ces cahiers de cours où on peut lire quand même en effet une virtuosité chez Marcel Mauss, une capacité à évoquer auprès de ses étudiants des univers lointains et variés, en faisant prendre conscience que, en fait, ce qu'on apprend de la poésie pour le chant occidental, en fait, on peut l'étudier, ou de la musique, on peut l'étudier aussi pour les Esquimaux, ou on peut l'étudier pour les Papous, qu'il y a du sacré, il y a du rythme, il y a du sens, on peut faire des... En fait, il y a cette dimension comparatiste qui est extrêmement enrichissante et qui est là un encouragement à décloisonner complètement la culture, voilà, sa propre culture. Et évidemment, et lui est vraiment d'une précision, il parlait énormément de langues étrangères, il était évidemment une boussole pour tous ces jeunes étudiants, futurs ethnologues. Ce lien de maître à élève, il est aussi intéressant puisqu'il va encourager vraiment Germaine à avoir une activité ambitieuse. C'est grâce à Marcel Mauss qu'elle va recevoir une bourse de mission pour partir dans l'Aurès en 1934-1935. C'est assez amusant parce que ça se fait un peu par hasard. Elle avait validé ses années d'ethnologue, elle avait eu son diplôme de l'Institut d'ethnologie. Donc ensuite, après, c'est la mission et la thèse, finalement, c'est ça la logique. Mais elle était plutôt attirée par des aventures d'ethnologie vraiment lointaines. Et puis, il y a une bourse qui est proposée à Marcel Mauss pour ses étudiants et qui concerne le terrain de l'Aurès, donc ces montagnes de l'Aurès en Algérie. Et finalement, c'est même pour remplacer une autre étudiante qui n'a pas, en fait, franchi le pas de ce grand voyage, que Germaine Tillion va être celle qui part en mission dans l'Aurès. Et donc c'est pour elle, évidemment, ça décide en fait ensuite de toute sa vie. Et elle part avec une autre ethnologue qui est Thérèse Rivière, et les deux sont des jeunes femmes qui n'ont pas vraiment fait de terrain. Germaine Tillion a un peu d'expérience, elle a pas mal quand même circulé en France, elle connaît bien l'Auvergne, elle connaît ses terres natales, elle a fait un peu de voyage linguistique en Allemagne, à Königsberg notamment, actuel Kaliningrad, un peu à Cologne, et puis elle a voyagé en Europe de façon classique, en Italie, en Belgique, avec ses parents, pour rédiger justement les fameux guides bleus. Donc elle a le goût des voyages, bien sûr.
et le goût des voyages, mais pas d'expérience de terrain. Et au départ, ça lui paraît une proposition un peu presque décevante, parce que l'Algérie, c'est la France à ce moment-là. L'Algérie, c'est un département français, et donc elle n'imagine pas forcément qu'elle va trouver ici un terrain d'ethnologie qu'elle aurait imaginé, c'est-à-dire vraiment très différent de son propre univers. Très rapidement, elle va évidemment comprendre que quand on est dans l'Aurès et qu'on est loin du centre administratif de cette commune, dite commune mixte de l'Aurès, on est dans un environnement effectivement qui est complètement nouveau, et donc elle va très bien se confronter à ça. Mais là aussi, on voit aussi sa capacité à faire un choix. Et c'est vrai qu'il y a des entretiens où elle est interrogée, Germaine Tillion, quand elle est un peu âgée, et il y a notamment un très bel entretien mené par Frédéric Mitterrand. Et Frédéric Mitterrand lui dit, mais comme ça, en 1934, votre mère vous a laissé partir comme ça, là, elle était d'accord pour que vous partiez. Et Germaine Tillion répond, donc on est longtemps après, hein, j'étais quelqu'un qui faisait ce qu'elle voulait. Ma mère, notre mère, nous a élevés avec cette idée qu'on était libre de nos choix. Alors c'est une réponse, je dirais, qui vient un peu longtemps après. En réalité, quand on a consulté les correspondances qu'elle a d'ailleurs précieusement conservées, les correspondances entre elle et sa mère, qui n'existent que quand elle est justement en mission dans l'Aurès, parce que sinon elles vivaient ensemble, donc elles ne s'écrivent pas. Et dans ces correspondances, c'était vraiment émouvant d'entendre justement la voix d'Émilie Tillion, qui faisait quand même des reproches à sa fille, puisqu'elle trouvait que franchement, ces missions d'ethnologie qui durent, elle lui disait, mais est-ce que tu ne peux pas faire comme ceux ou celles qui vont passer 3 semaines, et après ils donnent des conférences pendant 10 ans. Tu pourrais très bien faire ça. En fait, Émilie Tillion, sa fille lui manque, parce que Germaine était associée aux travaux de rédaction, d'écriture, Bon, mais finalement, elle va donner des conseils à distance à sa fille, des conseils assez précis, qu'il faut qu'elle tienne des carnets, qu'il faut qu'elle note. Il faut revenir absolument pour le mariage de sa sœur Françoise, pas question de ne pas faire le voyage et le déplacement. Donc à distance, finalement, Émilie Tillion reste cette mère très présente. Et donc voilà, la mère a laissé partir la fille. Germaine Tillion fait cette première mission en Algérie. Cette mission, c'est quand même, on en a des traces importantes, des photographies absolument magnifiques, qui ont d'ailleurs été un peu retrouvées et mises en avant très tardivement, hein, dans les années 2000. Du vivant encore de Germaine Tillion, elle a même pu finalement éditer ces photographies avec ses propres commentaires, mais qui sont des photographies exceptionnelles. Il y a ses carnets de mission, il y a ses agendas, elle tient même, quelquefois, quand elle part pour une deuxième mission en 1939, elle fait une sorte de méthodologie de l'ethnologue en mission, et c'est des inédits, hein, qu'on trouve dans les archives, et c'est extraordinaire parce que ces méthodologies, c'est vraiment toute sa réflexion sur les aspects pratiques. Qu'est-ce qu'on peut emporter ou ne pas emporter, parce que justement la première mission, elles étaient parties avec tellement de matériel, tellement de caisses, donc elle sait qu'en fait il faut faire des choix, et puis tout le matériel pour le campement, pour le bivouac, puisque les Chaouia sont des populations semi-nomades dans l'Aurès, donc en fait on vit quand même pas mal en campant, et puis aussi c'est tous ces menus qu'elle fait dans l'Aurès, sa cuisine, sa popote, les menus, et c'est extraordinaire de voir que finalement elle emporte avec elle
dans le reste la tradition culinaire familiale, qu'elle adapte un peu aux produits locaux, puisqu'elle dit, voilà, il y a des choses qu'on peut trouver, du cresson à certaines saisons, mais attention, il faut bien le laver, parce que sinon ça entraîne des maladies graves. Quand on arrive dans un petit village, c'est aux femmes qu'il faut demander les œufs, parce que c'est elles qui tiennent le compte des œufs et de la production familiale. Donc et puis elle donne des menus, des recettes, et c'est tout à fait extraordinaire de voir en fait qu'elle s'adapte à cet univers aurésien avec un naturel complet. D'ailleurs, il y a aussi des photos d'elle où on la voit en pyjama, parce que finalement, une des tenues les plus appropriées d'après elle pour mener sa vie librement et confortablement, c'était le pyjama. Elle a une espèce de pyjama en coton un peu voilà, rayé. On la voit sur des photos. Elle est devant sa tente, assise à une petite table, et puis elle a à côté d'elle les Chaouïas, les Chaouis qui sont venus la voir pour lui poser des questions. Elle dit toujours aussi, l'ethnologue, il ne pose pas de questions. Il attend qu'on vienne le voir et il se rend utile. Tout de suite, il y a cette dimension aussi, l'ethnologie en fait, c'est pas aller demander à ceux qu'on étudie qui ils sont, pourquoi ils sont comme ça, et prendre des notes et être passif. L'ethnologie, en fait, elle s'est conçue aussi comme finalement une rencontre. Et cette rencontre, c'est aussi que ces jeunes femmes dans l'Aurès, elles vont être utiles à leurs interlocuteurs parce qu'elles ont un petit peu de quoi soigner, elles peuvent faire quelques gestes pour soigner. Elles ont aussi la capacité de faire les courriers administratifs et donc notamment de plaintes quand il y a trop de taxes, trop d'impôts, quand soudain il y a des changements dans les directives locales et les nomades se retrouvent finalement à ne pas comprendre ce qu'on attend d'eux en matière de pâturage, de gestion. Et donc voilà Germaine Tillion et Thérèse Rivière qui en fait font tous les courriers de protestation pour le compte des Chaouis. Donc il y a cette dimension-là aussi qui est tout à fait importante. Elle va s'entourer aussi, elle va recréer une cellule familiale quasiment dans l'Aurès, puisque elle va faire travailler des jeunes garçons qui vont l'aider à organiser ses bivouacs, à faire les courses, bon, qui sont en fait des aides, des sortes de domestiques, mais évidemment qu'avec eux, elle va aussi être attentive à les former, à écouter, puis ensuite des liens qu'elle aura noués avec eux dans ces années de mission, avec tous ces jeunes gens, jeunes hommes, mais aussi jeunes femmes hein, quelquefois, entre 35 et 40, eh bien ces liens, elle va ensuite continuer à les entretenir, elle sera toujours là pour les aider, pour aider les choix scolaires, il y en a qui viennent avec elle, qui rentrent à Saint-Maur-des-Fossés et elle leur trouve des emplois, puis comme ça elle continue d'apprendre le chaouia, ce qui était pour elle important aussi de continuer. Donc il y a cette dimension voilà, d'harmonie entre sa vie familiale, sa vie d'étudiante, mais je voudrais quand même terminer sur cette idée que comme étudiante et comme jeune ethnologue, elle fait quand même un choix qui est assez radical. Puisque partir dans l'Aurès comme ça à l'hiver 34-35 pour une longue mission, c'est aussi finalement prendre conscience que elle ne va pas fonder une famille, elle ne va pas se marier, elle ne va pas faire, il n'y aura pas une vie classique, en tout cas qui va se dérouler, ce n'est pas tout à fait compatible à ce moment-là. Et elle avait d'ailleurs elle fréquentait un jeune homme qu'elle laisse assez volontiers
derrière elle. Et il y a, pareil, dans les fameuses lettres reçues dans l'Aurès, on a donc les lettres d'Émilie, sa mère, mais aussi les lettres de ce jeune homme, où on voit bien qu'il lui dit, voilà, vous êtes en train, c'est comme si on a l'impression que vous êtes en train de faire votre service militaire, et c'est moi qui suis là à attendre. Et puis finalement, les réponses de Germaine Tillion sont de plus en plus espacées, et ce jeune homme qu'elle fréquentait agréablement, c'était un jeune journaliste, boxeur, et il y avait une bande d'amis avec qui ils avaient cette manière d'être des jeunes gens des années 30, partie de canot sur la Marne, promenade à bicyclette en vallée de Chevreuse, il y a toute cette dimension, enfin beaucoup de théâtre, de cinéma, les matchs de boxe, il y a toute cette dimension qu'on voit grâce à ses agendas, puisqu'elle notait tout. Donc on sait comment ses journées se déroulaient, où est-ce qu'elle avait rendez-vous, avec qui, alors c'est des initiales souvent. Mais donc elle laisse ce jeune homme, et puis finalement ce jeune homme, il est apparu en fait il y avait plus que pas vraiment d'affinité profonde entre eux, il y avait des vraies dissensions, et d'ailleurs dans la guerre il a fait un choix diamétralement opposé, c'est-à-dire qu'il est devenu un collaborateur. Donc il y a quelque chose d'assez saisissant. Donc Germaine Tillion, elle fait ce choix. Cette mission d'ethnologie, la première, c'est un financement d'un institut privé international. Donc il y a une dimension un peu plus utilitariste. On lui demande de rendre des comptes, de pouvoir vraiment faire un travail utile qui pourra permettre le développement de l'Aurès avec une idée derrière un peu de mise en valeur économique, un peu de type colonial. Donc elle se rend compte qu'on lui demande en fait un carcan qui ne l'intéresse pas du tout, et habilement elle fait ce qu'elle doit faire pour continuer à être financée, mais finalement sa deuxième mission qu'elle obtient grâce à son professeur Marcel Mauss, c'est en 39-40, et là c'est entièrement financé par le CNRS qui vient d'être créé, le Centre National de la Recherche Scientifique, dont elle bénéficie du coup au moment de la guerre, et pour elle c'est aussi le gage de son indépendance intellectuelle. Elle va pouvoir revenir sur son terrain et en fait achever cette thèse qu'elle a déjà commencée. Elle a un deuxième directeur de thèse qui est Louis Massignon, un orientaliste, une figure là aussi d'autorité du monde intellectuel français, et qui est comme Marcel Mauss, Louis Massignon, ces deux éminents professeurs sont fascinés par leurs élèves. On le voit grâce aux courriers qu'ils lui adressent ou aux rapports qu'ils font sur ses travaux. Ils sont convaincus qu'elle est en train de réaliser un des meilleurs travaux qui soit en ethnologie sur le monde berbère. Et pour eux, c'est clair qu'elle est en train d'accomplir un travail essentiel, utile et magnifique. Il y a quelque chose d'émouvant dans l'admiration qu'ils portent à Germaine Tillion. Donc, elle a fait ce choix de l'ethnologie. Elle dit on entrait en ethnologie comme on entrait en religion. Et d'ailleurs, quand la guerre se déclare en 1939, elle se dit il faut que je parte sur le terrain tant que c'est possible, parce que ce sera peut-être pas possible longtemps, puisqu'il y a cette période de la drôle de guerre. Que va-t-il se passer? Et donc elle se tient quand même informée, mais elle vit dans une région très reculée. Et en fait, elle n'est pas véritablement au courant des événements de façon précise. Et ce qui fait qu'au moment où elle met une conclusion définitive à ses enquêtes, à ses missions, on est en mai 1940, donc elle plie bagage, elle met en ordre ses affaires, et là, au moment où elle va rejoindre la métropole, où elle va rejoindre Paris, mais encore en Algérie, elle a connaissance du discours de Paul Reynaud qui dit, voilà, président du Conseil, il faudrait un miracle pour sauver la France. Et pour elle, c'est vraiment déjà un drame affreux,
pas question de rester en Algérie. Elle passe par Alger, elle a des interlocuteurs militaires qui, l'interrogent et qui sont du coup, prennent connaissance des éléments d'information qu'elle peut avoir sur cette partie de l'Algérie qui est l'Aurès, avec cette idée que peut-être elle pourrait rester sur place et être active dans le secteur du renseignement ou autre, puisque de toute évidence, l'Afrique du Nord et l'Algérie va jouer un rôle dans la guerre et peut être un lieu stratégique aussi. Mais pour elle, c'est pas, ça lui paraît pas finalement, ça lui paraît pas le bon endroit où être. Elle veut absolument rentrer à Paris. Elle pense qu'à Paris, elle sera plus utile pour son pays et pour les Algériens. C'est-à-dire que dans ce contexte de guerre, de blitzkrieg, de défaite française en train de se mettre en place, elle pense qu'elle sera plus utile à Paris. Donc elle arrive à Paris, très exactement, elle retrouve sa mère Émilie et sa grand-mère le 9 juin 40. Cette période pour elle, c'est finalement, quand on le regarde avec distance, c'est le moment, la guerre, puis la déportation, on se rend compte qu'en fait sa vie est brisée. Ça va briser sa vie. La briser, déjà, de façon très claire, Émilie Thillion est déportée à Ravensbrück, où elle va être gazée, à Ravensbrück. Donc sa mère, donc résistante comme elle. Donc ça, évidemment que cette guerre va être la fin de cette vie de famille tellement importante. Et déjà, ça, c'est un élément de rupture très fort. Deuxième élément de rupture, finalement, la guerre, elle va perdre sa thèse. Parce qu'elle continue de rédiger sa thèse quand elle est arrêtée, arrêtée, emprisonnée à Fresnes. Elle obtient l'autorisation. Elle se fait livrer tous ses matériaux de thèse. On a aussi les petites listes que tenait son amie Marcel Montmarché, qui travaillait au Guide Bleu, qui était une des collaboratrices des Thillion au Guide Bleu, et qui a été résistante aussi, qui a aidé cette famille quand elles étaient emprisonnées d'une façon remarquable, n'étant elle-même pas arrêtée. Et donc tous les 15 jours, Germaine Thillion fait des listes de choses utiles, et elle a droit à des colis tous les 15 jours. Il faut imaginer ces colis, il faut les transporter à Fresnes quand même, c'est pas si simple dans cette période de pénurie, voilà. Et donc on ravitaille Germaine Thillion et sa mère évidemment de victuailles, de fleurs du jardin, c'est incroyable de voir les listes, de plein de petites attentions. Le linge propre est livré et on récupère le linge sale. Ça permet aussi tous ces échanges en fait de continuer à résister, puisqu'il y a des éléments d'information qui passent de façon clandestine dans ces colis. Et puis il y a la fameuse thèse. Elle se fait petit à petit dans sa cellule de Fresnes. Elle reconstitue ses matériaux de thèse, ses carnets, ses photographies, ses notes, son manuscrit, plusieurs centaines de pages déjà rédigées, ses arbres généalogiques des Chaouis qu'elle avait réussi à faire sur plusieurs générations, donc c'était absolument un travail colossal, hein, sur 1000 individus, sur plusieurs générations. Elle se fait même apporter son chèche et son burnous. On l'imagine dans sa cellule de Fresnes, elle est en tenue avec son chèche en train d'écrire sa thèse. C'est une manière évidemment de résister, parce que pratiquer une activité intellectuelle libre dans une prison tenue par les nazis, même si c'est sous régime de collaboration, c'est évidemment un acte de résistance. D'autant plus qu'elle travaille sur des berbères et que l'idéologie raciste nazie clairement évidemment ne cautionnerait pas de tels travaux. Donc, et cette thèse, elle la termine quasiment,
Et quand elle est déportée à Ravensbrück, elle est déportée dans une configuration un peu spécifique qui est celle d'un train de voyageurs, mais elles sont plusieurs femmes parties de Fresnes finalement pour rejoindre Ravensbrück. Et elle fait ce choix d'emporter avec elle sa thèse et tous ses matériaux. Ce qui est évidemment un choix qui montre que là aussi peut-être que d'abord elle ne sait pas où elle va, mais elle a quand même, j'imagine, dans l'idée que son régime d'emprisonnement va se durcir. Elle n'est pas naïve, et il y a déjà eu quand même on est en 42, mais bon, il y a quand même déjà des récits où on sait un peu ce qui peut les attendre, bien qu'on ne sache pas grand-chose non plus. Donc ça interroge sur pourquoi est-ce qu'elle emporte sa thèse, est-ce qu'elle aussi n'emporte pas sa thèse en fait dans la continuité, c'est-à-dire peut-être c'est un réflexe de survie, qu'est-ce qui lui permettra de rester un peu elle-même dans l'univers concentrationnaire, c'est peut-être la présence de cette thèse, cette fidélité à ce travail. Donc il y a quelque chose aussi d'assez étonnant, mais le résultat c'est que dès qu'elle arrive à Ravensbrück, la thèse est confisquée et elle ne la retrouvera jamais. Et donc voilà une vie qui est aussi brisée à cet égard. Germaine Tillion ne fera jamais de thèse. Et sa vie de chercheuse, d'enseignante, d'ethnologue, va se construire sur ce vide. Ce vide de la thèse, il faudra attendre très longtemps pour qu'elle commence à publier et à rédiger. C'est les années 60, ses premiers travaux. Donc il y a quelque chose aussi là de marquant dans le fait que la guerre ait véritablement été une rupture très forte pour elle. Cette rupture, elle nous permet de comprendre ce qu'ont vécu finalement ceux qui ont vécu la guerre en général. C'est pas exceptionnel. C'est une rupture que vont connaître à ce moment-là beaucoup de Français. Le fait que soudain, tout change dans ce contexte d'occupation. Alors, tout change et très vite, il s'agit de résister. La chronologie de Germaine Tillion et de son entrée en résistance, on peut la suivre pas à pas. Déjà, dans la mesure où Paris est déclarée ville ouverte, Paris va être donc tout de suite occupé, ça surprend certains Parisiens qui s'étaient plutôt préparés à résister quand même, enfin en tout cas à se heurter à cette agression allemande. Et donc pour ne pas être en contact avec les occupants, elle décide de quitter Paris. C'est l'exode, comme des millions de Français qui fuient le terrain de la guerre et l'occupation allemande en se demandant, voilà, en ne sachant pas comment les choses se passeront dans ce contexte d'occupation allemande. Donc elle fuit Paris et sur la route de l'exode, elle est avec sa mère, elle est avec deux amis aussi qui sont ses amis d'enfance, qui sont Marthe et Adeline Lévy, avec qui elle va en fait de toute façon vivre toute cette période. Eh bien, elles sont donc, plus sa grand-mère aussi, sur les routes de l'Exode. Le 17 juin, elle rentre dans une maison accueillante d'un village qu'elle traverse en voiture à ce moment-là, et pour écouter le discours du maréchal Pétain. Et l'appel à cesser les combats, en fait, et les formules qu'emploie le maréchal Pétain, devenu le président du Conseil, sont pour Germaine Tillion un choc. Et elle en a témoigné très précisément. Ça la rend malade, physiquement malade. C'est un choc, elle ne comprend pas. Et pour elle, il est clair que le combat doit pourtant se poursuivre. Ce réflexe patriotique de défense de son pays, elle dit qu'il était viscéral. On sait aussi qu'en 1938, elle avait fait un dernier voyage en Allemagne, en Bavière. Et là, elle avait vu que, en fait,
le nazisme était terrifiant. Donc elle a quand même une idée aussi assez, peut-être pas précise, mais en tout cas l'idée que cette Allemagne qui occupe, c'est l'Allemagne nazie. C'est pas neutre. D'autre part, dès le 19 juin, là aussi, toujours sur les routes de l'Exode, elle est sous les bombardements italiens. Et donc, c'est panique à bord, tout le monde se précipite, j'imagine, dans des fossés ou autres. Elle se retrouve à côté d'un officier polonais. Et cet officier polonais lui dit « Ah, il paraît qu'il y a eu un général français qui a appelé à continuer les combats. » Ce général s'appelle De Gaulle. Et Germaine Tillion dit « Bon, d'accord. » Et elle pense que c'est un pseudonyme. Voilà, que c'est trop énorme pour être vraiment vrai. Donc, ça l'intéresse. C'est le retour à Saint-Maur-des-Fossés, puisque finalement, la France entière cède. Donc, il n'y a pas d'intérêt à fuir l'occupation allemande du nord de la France. Donc, elle retourne à Paris. Et là, on est vraiment fin juin. Et elle se demande que faire. C'est sidérant de voir les nazis dans Paris, les nazis à Saint-Maur-des-Fossés, parce que très vite, ils utilisent tout ce qui est stratégique, contrôle des voies ferrées, etc. Donc ils sont partout, ils sont omniprésents. Et que faire? Eh bien, elle décide de se rendre, elle regarde dans l'annuaire, donc c'est intéressant, parce que comment on rentre en résistance? C'est pas une rentrée en résistance, c'est d'abord que faire. Et que faire? Elle ouvre un annuaire, elle recherche l'adresse de la Croix-Rouge. En se disant là, à la Croix-Rouge, il y aura bien des gens qui auront envie de faire quelque chose. Et donc elle se rend dans les bureaux de la Croix-Rouge et elle est très étonnée parce que elle raconte, elle rentre dans cet immeuble, elle se rend à l'étage où sont les bureaux de la Croix-Rouge et elle peut rentrer, la porte est ouverte, mais il n'y a personne. Les bureaux sont rangés. Les fenêtres sont fermées, tout est bien en ordre, mais il n'y a personne. Donc, et tout de suite derrière elle, une autre jeune femme arrive, comme elle, venue aussi à la Croix-Rouge, en se disant, donc elles se regardent l'une et l'autre, et elles se disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Et l'autre jeune femme, dont Germaine Tillion ne connaît d'ailleurs pas le nom, lui dit, j'ai entendu parler d'un vieil officier qui s'appelle Howet et qui a dit qu'il se proposait comme otage dans ce contexte d'occupation pour protéger les Français. Peut-être, lui, il aura des idées. Et j'ai son numéro de téléphone. Alors Germaine Tillion note le numéro de téléphone, rentre à Saint-Maur-des-Fossés, appelle le vieux colonel Howet. Il se donne rendez-vous dans la foulée. Et voilà que ces deux personnalités différentes, puisque le vieux colonel Howet, lui, il a fait la conquête du Soudan dans les années 1890, donc c'est une autre génération. Il a fait la Première Guerre mondiale, il a une vie déjà longue. Son propre grand-père, à Howet, était grognard dans l'armée de Napoléon. Donc c'est quand même soudain. Bon. Et tous les deux ont en commun, sans doute d'abord leur force de caractère et leur intelligence, mais ils ont en commun aussi d'abord d'être très en colère. Tous les deux, ils sont en colère, ils sont absolument en colère, ils veulent agir. Et tous les deux, au fond, ils ont une connaissance commune qui est l'Afrique. Donc ils commencent à parler de ça, ils échangent sur l'Afrique. Et puis à ce moment-là, Howet a l'idée d'utiliser une vieille association qui s'appelle l'Union nationale des combattants coloniaux, créée après 14-18, qui était une vieille association un peu en veille, de réveiller cette association dont les statuts existent, voilà, il demande l'autorisation aux gens de cette association, et
en fait, de faire de cette UNCC la couverture des actions qu'ils vont mener. Mais c'est une couverture tout à fait utile aussi, puisque du coup, ils obtiennent l'autorisation de rendre visite aux prisonniers de guerre issus des colonies, qui sont très nombreux sur le terrain, sur le territoire français, qui sont enfermés dans les fameux stalags, et que, évidemment, Germaine Tillion se doute qu'en tant qu'issus des colonies, issus alors, soit d'Afrique, soit d'Asie, de Madagascar, bref, ils ont de diverses origines, qu'ils sont particulièrement vulnérables face à la violence nazie. Et donc, pour elle, c'est évident qu'il faut mettre en place des réseaux d'entraide pour ces prisonniers qui parlent à peine le français et qui se retrouvent dans ces camps de prisonniers. Et donc, ça va être ça le point de départ de la résistance de Germaine Tillion. Donc, officiellement, c'est rendre visite aux prisonniers, leur apporter un peu de réconfort, leur écrire, les lettres sont autorisées, donc il y a toute une correspondance. Germaine Tillion, comme ethnologue, elle va pouvoir organiser, finalement, de faire travailler avec elle ceux qui peut-être parlent un peu les langues de ces prisonniers, et comme ça leur rendre visite avec un petit peu de littérature de leur pays, au moment des fêtes religieuses, voilà, de mettre en place, d'obtenir des autorités qui puissent faire le ramadan et fêter les fêtes. Il y a plein de petites choses comme ça, mais c'est immédiat comme mise en place. Et puis bien évidemment, en fait, derrière, la résistance, c'est surtout tout de suite les évasions. Protéger ceux qui sont déjà évadés. Elle dit des évadés, il y en avait même avant l'armistice en fait. Des prisonniers qui ont quitté leur régiment dès le 17 juin, il y en a. Donc il faut leur fournir des vêtements civils, il faut fournir des papiers. Et ça, c'est pas uniquement des prisonniers coloniaux, c'est tous les... Donc les prisonniers, et puis aussi très vite une activité de renseignement, puisque en tant que visiteurs de ces centres de prison, ils sont finalement les membres de l'UNCC, les volontaires, vont pouvoir faire un peu d'observation de où sont, quel contingent, voilà, quel régiment allemand, combien, etc. Et donc il y a une connexion qui se fait avec Londres assez vite, avec Honoré d'Estienne-d'Orve. Et Honoré d'Estienne-d'Orve, d'ailleurs, est venu à Paris, et parmi les contacts qu'il noue, il y a Marcel Beaumarchais, qu'il a vu à 6 reprises, qui transmet les informations du réseau Owe-Tillion. Et puis, il y a aussi, il devait rencontrer Germaine Tillion, il a été arrêté la veille de la rencontre prévue avec Germaine Tillion. Donc, il y a cette dimension-là, et en fait, se met en place ce qu'on a appelé une nébuleuse de réseaux, que Germaine Tillion va appeler ensuite le réseau du Musée de l'Homme, mais en fait, qui sont une série de mouvements de réseaux connectés les uns aux autres. Principalement, si on regarde juste les chefs, on a 2 officiers, 2 ethnologues. 2 officiers, c'est le vieux colonel Houët, le colonel de la Rochère, avec qui est aussi qui se retrouve avec Houët devant la statue de Mangin à l'été 40. Mangin, la statue, à la demande d'Hitler, la statue de Mangin a été détruite. Et donc ils viennent pour manifester, ces 2 officiers fidèles à l'esprit de Mangin, viennent devant la statue détruite pour marquer leur mécontentement. Et donc là, ils se rencontrent, ça va être un contact entre ces 2 officiers. Le colonel de la Rochère a, lui, par exemple, en revanche, une conscience de qui est De Gaulle. Il s'est intéressé aux travaux, aux projets de réforme de l'armée, de modernisation de l'armée de Gaulle. Et il peut l'expliquer, du coup, à ses interlocuteurs. Et donc, il sera, lui, il était
il était gaulliste en connaissance de cause, disait Germaine Tillion, c'était le seul. Les autres étaient gaullistes parce que résistants. Lui, il était à la fois résistant parce que gaulliste et gaulliste parce que résistant. Donc ça, c'est intéressant. Les ethnologues, eh bien, ça va être Boris Vildé. Boris Vildé est donc le ethnologue du Musée de l'Homme, qui va lui aussi, dans ce Musée de l'Homme, en fait, il y a une sensibilité à ce qu'est l'être humain, il y a une sensibilité à l'injustice, il y a une sensibilité aux minorités, et du coup, il y a tout de suite aussi, autour du Musée de l'Homme, donc qui a été créé en 1938, hein, il y a la bibliothécaire, Yvonne Audon, il y a donc Vildé, il y a Lévitsky, il y a comme ça Agnès Imbert, bref, il y a toute une constellation de gens que Germaine Tillion connaît très bien, qui sont tout simplement son univers académique, professionnel et tout à fait classique. Et donc, Vildé va être à la tête va monter un réseau, alors avec toujours aussi les mêmes dispositifs multiformes, et notamment aussi la désinformation, enfin lutter contre la désinformation, donc éditer un bulletin, le bulletin Résistance, tous ces travaux d'écriture, mais aussi de trouver des filières d'évasion, stocker des armes, préparer des groupements de combat prêts à le moment où ce sera nécessaire à prendre les armes, etc. Mais tout ça se fait en 40, 41, on est quand même dans la primo-résistance. C'est les premiers à réagir ainsi. Et donc, et Germaine Tillion aussi, ethnologue. Donc voilà, deux officiers, deux ethnologues. Cette résistance de Germaine, il va en fait très vite la confronter à la violence nazie et à la terreur nazie. Il n'y aura pas tellement donc c'est vrai qu'après, dans le souvenir qu'elle en avait, c'est vrai que les résistantes, finalement, il y avait une telle douleur parce que les camarades morts étaient tellement nombreux. Elle est la seule chef survivante des 4 chefs que j'ai mentionnés. Les autres, tous sont morts. Boris Vildé a été fusillé et Houët et La Rochère sont morts en déportation. Donc elle est la seule chef survivante, donc c'est douloureux. Très vite aussi, il y a la fameuse arrestation des membres dits du Musée de l'Homme, avec ce fameux procès du Musée de l'Homme qu'organise la justice, c'est un grand mot, enfin, les nazis, à Paris. Pendant cette période, Germaine Tillion déploie une activité inouïe pour tenter de faire quelque chose. C'est une période extrêmement douloureuse parce qu'en fait, elle se rend compte à ce moment-là qu'il y a une duplicité, bien évidemment, du régime de Vichy qui, d'un côté, fait croire aux Français qu'il est leur bouclier, mais de l'autre, en fait, trie et les condamne. Enfin, elle se rend compte que l'administration de Vichy a donné aussi des indications, qu'il n'y aura rien à espérer de ce côté-là. Elle tente des démarches auprès de l'institution catholique à Paris, de Monseigneur Baudrillard notamment. Ce sont des démarches terribles parce qu'elle se heurte là aussi. Baudrillard, qui était le recteur de l'Institut catholique, était en fait collaborationniste, hein, et finalement il avait autour de lui, lui-même était très était peu critique, et en plus il avait comme secrétaire le fameux chanoine Tricot qui était lui pour le coup vraiment collaborationniste, et Germaine Tillion essaye pourtant d'obtenir d'eux des actions pour sauver ses camarades, et elle va devoir vivre cette épreuve terrible de l'exécution de ses camarades en février 41 sans qu'elle ne puisse absolument rien faire.
Et à ce moment-là, la résistance finalement se poursuit, de plus en plus dangereuse en fait. Parce que au fur et à mesure qu'il y a eu des arrestations et des trahisons, donc elle se rend compte que les réseaux sont en fait, ils sont infiltrés, elle le sait, mais elle dit mais on ne peut pas s'empêcher, on ne pouvait pas ne pas recruter plus, parce que comme on avait des pertes et qu'en même temps il fallait agir encore plus, on est forcé de recruter. Et en recrutant plus, on prend plus de risques, parce que les personnes qu'on recrute, évidemment, peuvent être des traîtres potentiels. Et c'est ce qui va arriver à Germaine Tillion. Elle recrute la personne qui va la trahir. C'est un prêtre, un vicaire d'une paroisse proche de la sienne, à La Varenne, qui est une commune limitrophe de Saint-Maur-des-Fossés. Cet abbé Allèche est un personnage absolument diabolique, parce qu'il est d'une duplicité totale. Il est prêtre, mais en fait, il a une double vie, et en fait, il est financé, il propose ses services à la Gestapo et à l'Abwehr, et il est véritablement payé pour infiltrer les réseaux de résistance. Et il est assez brouillon dans sa manière de faire, mais il essaye de rencontrer des responsables importants. Et pour cela, il met en place une stratégie à La Varenne et dans les communes limitrophes. Il est en charge en plus du patronage, donc il recrute des jeunes garçons, enfin il fréquente, je dirais, des jeunes hommes qui l'encouragent à résister, de façon à pouvoir ensuite identifier à travers ces jeunes gens qui commenceraient à résister leurs éventuels chefs. À ce moment-là, Germaine Tillion cherche un contact pour faire organiser une évasion à Fresnes. Elle a reçu l'ordre venu de Londres de faire évader les frères Vaumécourt, qui sont des résistants importants, emprisonnés à Fresnes. Elle a déjà monté des évasions, par exemple, elle a aidé avec Marthe et Adeline Lévy, elles ont monté l'évasion de Juliette Thénine de l'hôpital Rothschild. Enfin, Juliette Thénine était arrêtée, le frère de Juliette Thénine, qui était le maire d'Ivry, une personnalité importante, a fait partie des fusillés, des otages dits de Chateaubriand. Là, donc, Germaine Tillion le connaissait. D'ailleurs, elle avait, alors qu'il était déjà prisonnier, il avait eu l'autorisation de quitter son camp d'internement ou sa prison, je ne sais plus où il était, pour assister aux obsèques de son propre petit garçon. Et Germaine Tillion était présente parce qu'elle était une amie de la famille. Elle était présente et elle lui a dit à ce moment-là, on ouvre la fenêtre et vous vous évadez et nous on vous fournit tout ce qu'il faut pour la suite. Et il a dit non, pas question, parce qu'en fait si moi je m'évade, il y en aura 10 ou 20 qui vont être assassinés, donc je ne m'évade pas. Et donc elle avait mis en place l'évasion de Juliette Thénine, qui elle a réussi, a été cachée ensuite justement dans cette commune, je crois, de La Varenne d'ailleurs aussi. Et donc la voilà qui essaye de mettre en place les évasions des frères Vaumécourt. Là, l'abbé Allèche finalement lui apporte quelque chose d'inattendu, qui est qu'il a un contact à la prison de Fresnes, un soldat allemand qu'il connaît par le biais d'une jeune paroissienne ou je ne sais quoi. Et en fait, ça va être... Germaine Tillion le trouve très louche, elle le trouve vraiment curieux. Elle mène du coup une enquête, c'est-à-dire qu'elle prend des informations précises et les informations en fait disent ben oui, il est vraiment le vicaire de La Varenne en charge du patronage. En fait, comme il a une double vie, la couverture de sa vie voilà, officielle est valable. Donc elle le trouve louche, mais elle veut saisir cette opportunité. Et en montant du coup ce projet d'évasion, en fait il va la livrer, à un moment donné il l'organise, il lui donne rendez-vous
garde Lyon. Ils se donnent d'abord, ils sont plusieurs résistants à organiser un rendez-vous commun. Ils doivent transmettre à Alèche des microfilms, des informations qu'il doit apporter à Lyon. Donc, Germaine Tillion accompagne Alèche jusqu'à la gare. Et là, elle se rend compte qu'ils sont suivis. Mais elle ne sait pas encore que c'est Alèche qui va la trahir, en fait. Elle pense qu'ils sont suivis parce qu'ils sont suivis. Et elle ne le saura que bien plus tard, que c'est Alèche. Et puis, en fait, Alèche lui serre la main pour lui dire au revoir. Et à ce moment-là, elle a sur l'épaule des agents allemands qui viennent l'arrêter et qui lui disent « Gestapo, vous êtes arrêté ». Et c'est la fin de son activité libre de résistante, mais elle poursuivra ensuite finalement en prison. Donc elle passe par la Santé, par Fresnes, de longs mois. Pour elle, vraiment la catastrophe, c'est de savoir que sa mère, Émilie, est arrêtée. Ils ont même arrêté la grand-mère dans un premier temps, qu'ils ont relâché. La vieille Madame Cussac est morte en 1944, mais voilà, n'ayant plus jamais revu ni sa fille ni sa petite-fille. Et puis ensuite, pour Germaine, l'arrestation, donc à Fresnes, mère et fille ne se voient pas, bien sûr, il n'y a pas de contact possible, Germaine est plutôt à l'isolement. Mais par le biais des communications savantes que les détenus arrivent à mettre en place, c'est Anise Postel-Vinet qui raconte ça très bien. Finalement, les informations circulent et Germaine sait que sa mère est là. Et d'ailleurs, elles arrivent à s'apercevoir entre deux portes un jour où il y a une circulation qui est faite et une gardienne qui les laisse se saluer très brièvement. Puis, finalement, ça va être la déportation, l'arrivée à Ravensbrück. Germaine est déportée en octobre 1943. Sa mère la rejoindra à Ravensbrück en février 1944. Ça aussi, pour Germaine, c'est terrible, parce qu'en fait, elle imaginait que sa mère avait été libérée quand même. Elle ne pensait pas que sa mère allait être aussi déportée. Donc, Ravensbrück, pour pas que ce soit trop long, je vais peut-être m'arrêter bientôt, il y aura peut-être des questions, mais à Ravensbrück, Germaine Tillion va poursuivre véritablement cette attitude de résistance. D'abord, elle regarde le camp en ethnologue. C'est-à-dire qu'elle veut comprendre le fonctionnement, qui est évidemment difficile à comprendre parce que ça fait partie du système concentrationnaire nazi que de faire en sorte que les individus soient perdus dans un univers absurde, qui n'a pas de sens, mais elle comprend les logiques, la logique économique, et assez vite d'ailleurs, l'idée de Germaine Tillion et d'un certain nombre de résistantes françaises, c'est de justement ne pas être utile à l'effort de guerre allemand. Donc dès qu'elles peuvent en fait ne pas travailler, et Germaine Tillion fera le moins possible de travail, de travaux, enfin ça demande des ruses, ça demande des ruses pour éviter d'être affectée à certains emplois, ça demande des ruses, donc Germaine Tillion va faire cela. Elle va être une source de réconfort énorme pour les détenus, et il y a énormément de témoignages à cet égard. Parce qu'elle est un peu plus âgée que les jeunes résistantes qui ont été déportées. Elle est plus âgée que Geneviève de Gaulle, elle est plus âgée qu'Anise Postel-Vinet, elle est plus âgée que Denise Jacob, Denise Miarca, la sœur de Simone Veil. Du coup, elle a une capacité peut-être à cause de sa propre vie, de son expérience, à donner aux autres un peu de réconfort. Elle partage d'ailleurs son chalit avec sa paillasse avec Anise Postel-Vinet. Elles sont comme ça vraiment sœurs de camp. Bon, néanmoins, c'est évidemment
un univers terrible. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans l'attitude de Germaine Tillion à Ravensbrück. D'une part, déjà, elle va très vite comprendre le fonctionnement, avoir connaissance d'Auschwitz, parce que dès qu'elle arrive, en fait, elle est en contact avec des détenues polonaises, hongroises, qui la renseignent, en fait, qui lui donnent des informations. Et ces détenues aussi l'identifient, elle, comme une personne sur qui on peut compter. Et par exemple, les détenues, les jeunes polonaises qui ont été des jeunes femmes suppliciées, qui ont servi de cobayes à Ravensbrück pour faire des expériences médicales, certaines sont décédées à ce moment-là, d'autres ont survécu, et d'autres ont survécu longtemps, mais d'autres sont mortes assez vite après la guerre quand même. Ces jeunes femmes polonaises, elles vont par exemple réussir à documenter les sévices qu'elles ont subis sur les jambes, car elles ont volé un appareil photo dans la section du camp qui était le tri des affaires. Enfin, à Ravensbrück, il y avait une partie des détenus qui étaient employés à trier des affaires qui arrivaient de partout, j'imagine, pas uniquement du tout que de ce camp. Dans le tri des affaires, elles trouvent un appareil photo et elles documentent, elles se prennent en photo, et ces photos, du coup la pellicule, elle la confie à Germaine Tillion, qu'il avait sur son cœur, qu'il avait sur elle pendant toute sa déportation, avec cette idée qu'il faut que cette documentation puisse sortir, avec ce souci qu'avaient les détenus, que la vérité doive éclater. Donc il y a par exemple ce rôle qu'elle a. Elle est aussi un élément, donc elle instruit les autres détenus sur le fonctionnement du camp. Ça ne va pas sauver, ça sauve personne de savoir, mais ça permet quand même de mettre à distance la barbarie, en tout cas d'une façon limitée bien sûr, on est à Ravensbrück, ça permet quand même de mettre à distance la barbarie nazie avec l'idée qu'on les comprend et en tout cas on les analyse, on est capable de les analyser. Et puis aussi, elle va recevoir la confidence de Margaret Buber-Neumann, qui est cette résistante allemande, communiste, qui a été donnée par Staline, puisqu'elle avait fui avec son mari, ils avaient fui le régime nazi, ils s'étaient réfugiés à Moscou, mais à Moscou ils ont été arrêtés par Staline, forcément parce qu'il y avait le pacte, de toute façon Staline arrêtait les étrangers et se méfiait des communistes étrangers. Donc c'était bien avant le pacte, pardon, ça c'est vraiment dans les années 36-37. Son mari, elle ne le sait pas, mais il est supprimé dans les purges officielles, dans les purges du parti sous Staline, dans la Grande Terreur, et puis elle est déportée. Donc elle a une expérience du goulag, elle a connu le goulag. Et quand Hitler et Staline signent le pacte germano-soviétique, Staline s'engage à livrer les communistes allemands détenus au goulag. Et donc, Margaret Buber-Neumann est accompagnée à la frontière des zones d'occupation, j'imagine, en Pologne, remise aux nazis, et donc elle va être une des plus anciennes détenues de Ravensbrück. Et Margaret Buber-Neumann, ça aussi c'est très intéressant. Germaine Tillion, elle a beau avoir fait des séjours linguistiques en Allemagne, elle ne maîtrise pas vraiment l'allemand en réalité, mais Margaret Buber-Neumann ne parle pas le français, mais elle identifie Germaine Tillion comme étant la personne à Ravensbrück à qui elle doit confier absolument l'expérience du goulag pour dire, voilà, attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer aussi. Il y a un système de terreur et un système concentrationnaire qui existe aussi du côté soviétique. Et donc, elles se rencontrent, c'est organisé par les autres détenus, de façon très secrète. Voilà, ils arrivent à échanger, faire une ou deux séances de plusieurs
assez longue où Margaret Gouvernemann peut raconter. Troisième élément peut-être aussi assez exceptionnel de Germaine Tillion à Ravensbrück, c'est qu'à l'hiver 44-45, pour les détenus de Ravensbrück, c'est tellement dur de voir l'hiver arriver, de se dire que peut-être il y aura quand même un jour la fin des nazis, mais enfin, en tout cas, avant que cette fin arrive, il faudra survivre à l'hiver. Et pour donner du courage, Germaine Tillion décide d'écrire une opérette qui s'appelle, qu'elle nomme le Verfügbar aux Enfers, avec un décalque de Orphée aux Enfers. Verfügbar, c'est le nom qui est celui de Verfügbar, ça veut dire disponible, c'est la détenue disponible, c'est-à-dire qui n'est affectée à aucun commando parce qu'elle est vraiment incapable, et donc elle vient boucher les trous. Et pour les Françaises résistantes de Ravensbrück, c'était important d'être justement ces Verfügbar, c'est-à-dire ces détenues incapables qu'éventuellement on pouvait employer pour les travaux de terrassement du camp ou de la localité de Fürstenberg à côté, enfin bref, des travaux basiques, mais pas l'effort de guerre, pas des travaux spécialisés. Donc les Verfügbar, et cette opérette, c'est inouï comme œuvre, parce que c'est une œuvre vraiment du camp. Là aussi, il y a une solidarité des détenus du camp, pas que les Françaises du tout d'ailleurs, pour que Germaine Tillion puisse écrire. Donc il faut trouver le papier, il faut trouver le crayon, et puis il faut la protéger. Et elle écrit ça assez rapidement, et c'est une œuvre exceptionnelle. C'est une œuvre qui raconte, sous une forme avec un humour noir incroyable, la vie d'une détenue. L'idée en fait, cette opérette, elle fait comme si la détenue était une espèce à part, et tout s'organise sous forme de revue. On a une sorte de savant, comme un savant, un scientifique, un savant en sciences naturelles, qui présente une nouvelle espèce, et cette espèce, du coup, c'est aussi une revue au sens cabaret, hein. Cette espèce, c'est les fameuses détenues qui font tout pour répondre aux savants, qui plaquent sur elles ses connaissances. Voilà ce que c'est qu'une déportée. Et les déportés, du coup, font des réponses. Donc c'est une écriture incroyablement vivante, très poétique, très précise, qui est aussi une écriture, qui est une description quand même vraiment assez complète de la vie du camp, sous la forme quand même d'un humour maîtrisé. Il y a un seul aspect que Germaine Tillion n'a pas utilisé, parce que pour ces femmes c'était trop, voilà, c'était au-delà de la possibilité même de faire avec humour, c'est la question des naissances et des enfants de Ravensbrück qui ne sont pas du tout mentionnés dans le Verfügbar. Le fait qu'il y ait cette infirmerie des enfants avec cette mortalité très importante, c'est le seul aspect du camp qui n'est pas mentionné. Sinon, pour le reste, les transports noirs, le gazage, les exécutions, tout est présent dans le Verfügbar. Donc, ce camp, Germaine Tillion le traverse avec beaucoup d'épreuves, beaucoup de maladies, hein, beaucoup de difficultés. Elle est justement très malade le jour où sa mère est sélectionnée, puisque en fait, à l'hiver comme ça, 45, en mars 45, le février-mars 45, la direction du camp a pour ordre d'accélérer la mortalité des détenus de Ravensbrück, et il y a de plus en plus de sélections. Et il y a une chambre à gaz qui a été installée aussi, et donc il y a aussi l'incinération des détenus mortes par gazage. Du coup, cette menace qui pèse sur chacun est évidemment terrifiante. Et finalement, Émilie Tillion est arrêtée.
C'est assez... les papiers justement de Germaine Tillion, les archives à la BN, elle a conservé, elle a pu le sortir en fait de Ravensbrück, les petits mots qu'elle écrit quand même à sa mère sélectionnée, qui sont des petits mots d'une fille, d'une jeune femme qui donne des conseils à sa mère, qui en profite pour lui faire passer si possible. Elle met en place tout un lien de solidarité parce que sa mère a été sélectionnée pour le petit camp d'Uckermark, qui est le camp, l'antichambre des mises à mort à Ravensbrück, qui est un peu en dehors du camp principal de Ravensbrück, et qui d'ailleurs aujourd'hui ne fait pas partie du mémorial de Ravensbrück, ce qui est assez curieux. Ce petit camp d'Uckermark, du coup, elle trouve, il y a des secrétaires, des détenus qui sont employés dans l'administration du camp, qui font la liaison entre le camp principal et le petit camp d'Uckermark. Et donc, elle leur confie ces petits mots pour Émilie Tillion, qui ne les aura jamais, mais du coup, les petits mots lui ont été rendus. Et donc, on a la trace, là, de ce dernier lien qu'elle essaye de maintenir avec sa mère. Et c'est la libération des Françaises de Ravensbrück dans une situation assez exceptionnelle, puisque la Croix-Rouge internationale, la suédoise et internationale, Bernadotte qui en est à la tête, est approchée par Himmler, qui est en fait à la tête du camp de Ravensbrück, c'est une possession de Himmler à Ravensbrück, est approchée par Himmler pour négocier des libérations de détenus politiques, de résistants. Et évidemment, Himmler fait ses négociations sans en référer à Hitler, à un moment où la guerre est perdue de toute évidence pour le régime nazi, attendant sans doute de ces négociations pour lui-même peut-être une possibilité voilà. Bernadotte mène ces négociations à terme et des autobus de la Croix-Rouge arrivent à Ravensbrück en avril 1945 et les détenues françaises vont être appelées pour monter dans ces autobus. Ce qui est véritablement inouï parce que du coup, elles vont quitter les portes du camp s'ouvrent et elles vont sortir du camp libres avec les SS, voilà, les surveillants, tous ces monstres qui les ont terrorisés, frappés, parce que bon, ça a été des mois et des années vraiment d'humiliation, de douleur, de mort. Elles vont pouvoir sortir la tête haute en regardant leur bourreau nazi et monter dans ces bus. C'est tout à fait inouï. Germaine Tillion, ensuite, du coup, les détenues sont emmenées en Suède, les Françaises, où elles vont un tout petit peu se reconstituer. Et Germaine Tillion, à ce moment-là, met tout de suite en place un travail d'enquête sur d'où venez-vous, vous voilà, vous êtes résistante, mais vous avez fait quoi, voilà, tout de suite faire un travail d'enquête pour revenir avec des informations et comprendre ce qu'ont été ces femmes résistantes. Et puis ensuite, il y a le retour, à Paris. Il se trouve que parmi les Paris libérés, Paris qui déjà depuis plusieurs mois fonctionne avec un nouveau gouvernement, et dans ce nouveau gouvernement, elle a un ami proche qui est Jacques Lecomte-Boisnet, qui a été en fait quelqu'un qu'elle connaît de tout le temps, hein, qui était un des amis de la famille, et qui a récupéré en fait le réseau de Germaine Tillion, en tout cas ceux qui n'avaient pas été arrêtés après l'arrestation de Germaine, de sa mère, de Hoët, de La Rochère, bref, de toutes ces arrestations qui se sont suivies. Et donc donc quand elle revient, elle a un chauffeur, le comte
Bonnet, qui vient l'attendre à l'avion, et puis qui lui dit, bah voilà, il va y avoir le procès de Pétain, je veux que vous y soyez, c'est important. Donc elle va assister au procès de Pétain, et très vite, voilà, elle part pour 10 années où la priorité, ce sera les procès. Elle va témoigner au procès de Ravensbrück. La priorité, enfin, elle ne va pas témoigner, pardon, elle va être assistée au procès pour en rendre compte pour les résistantes françaises. Elle va aussi ensuite homologuer son réseau, le fameux réseau du Musée de l'Homme, non sans difficulté, parce qu'on lui dit mais il n'y a pas de résistance en juin 40. Donc vous nous parlez de gens qui étaient résistants avant la résistance. Ben si, en fait, il y a de la résistance très tôt. Donc elle fait homologuer grâce au général de Gaulle, à qui elle a accès directement, parce qu'elle est très proche de Geneviève de Gaulle-Antoniose, qui a été à Ravensbrück, et où elles se sont rencontrées à Ravensbrück. Et puis ensuite, il y a cette volonté, et peut-être je terminerai là-dessus parce que ça va faire une bonne conclusion sur ce thème des résistantes. Elles mettent en place, ces résistantes, ces anciennes de Ravensbrück, l'association des déportés et internés de la résistance, l'ADIR, une association d'entraide qui a pour objectif le souvenir de celles qui sont mortes, et notamment d'Émilie Thillion, parce qu'en fait c'était une idée d'Émilie Thillion. Elle avait dit à Ravensbrück, c'est tellement incroyable. Émilie Thillion est une figure lumineuse de Ravensbrück, une femme de foi, une femme de prière, de foi, qui a vraiment été reconnue comme une source de réconfort, de lumière véritablement. Et elle avait dit, mais en fait, nous, les femmes de Ravensbrück, là, ce qu'on est en train de vivre et de faire ensemble, d'être ensemble, c'est tellement précieux, tellement important, il faudra le faire, il faudra le maintenir après la guerre. Donc elle crée cette association, elle fait partie de ceux qui la créent, et cette association des déportés et internés de la résistance va être aussi en effet le lieu du coup d'information, donner un peu d'entraide, des échanges, de l'entraide matérielle, des soins, et elles éditent un bulletin incroyable, parce que ce bulletin il s'appelle Voix et Visage, et il va continuer jusqu'à la fin de l'existence de l'association. Et les femmes qui écrivent dans ce bulletin, c'est Germaine Thillion, Geneviève de Gaulle, Anis Postel-Vinet, Denise Vernet. Voilà, ces bulletins, ils démontrent, ils témoignent de l'extraordinaire richesse de ces différentes personnalités, avec aussi cette façon que tout de suite qu'on voit aussi qui est présente dans les bulletins, qui est qu'en fait on ne s'intéresse pas qu'aux souvenirs de la résistance et de la guerre, mais on aborde les sujets contemporains. Et donc, par exemple, la guerre d'Algérie arrive, soudain, pour Germaine Thillion, son vieux professeur Massignon lui dit « Mais Germaine, avez-vous oublié l'Afrique ?» Et il lui envoie des lettres, des pneumatiques, tout ça est conservé dans les archives. Et arrive la Toussaint Rouge, novembre 54, les premières actions du Front de Libération Nationale, que personne ne connaît à l'époque, on ne sait pas ce que c'est, hein, ces premiers gestes d'indépendance terroriste et d'indépendance, touchent en fait la région exactement de son terrain, l'Aurès. C'est dans l'autobus Biskra-Harris qu'elle a fréquenté, qui a cette première fusillade avec ce couple d'instituteurs et d'institutrices de très jeunes Français, et puis du caïd algérien qui sont tués, et puis qui a tout. Et du coup ensuite, voilà, elle va repartir sur le terrain algérien. Je vais m'arrêter là, mais simplement pour dire que en 56, ses camarades résistantes lui disent « Mais enfin, Germaine, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que notre pays est en train de faire? Est-ce que tu peux nous expliquer ?» Et c'est pour elle qu'elle fait, comme elle faisait à Ravensbrück, elle fait une conférence
qui va devenir un livre, l'Algérie en 1957. Et finalement, cette ADIR, cette association des déportés et internés de la résistance, elle va poursuivre, je dirais, l'œuvre des résistantes dans leurs engagements divers et variés. Geneviève de Gaulle a fondé ATD Quart Monde, voilà, dans leurs engagements divers et variés pour un monde plus juste et pour aussi que les vérités existent. Et elles vont aussi, par exemple, dénoncer les crimes du Goulag. Donc voilà pour terminer sur l'ADIR et Germaine Tillion.